aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Au programme, extraits de livres, musique et interviews. Chérie, rentre chez toi. Ton mari est presque froid. Mon mari est presque froid. Qu'on lui brûle un feu de joie. Viens mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Viens mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. J'ai choisi d'introduire cette chronique par cette chanson un peu cynique, car il y a dans le roman de Jean-Louis Baudry du plomb dans les poils, peut-être pas du cynisme, mais une très forte dose d'humour, je dirais parfois d'humour un peu perfide, en tout cas beaucoup de dérision, en même temps qu'un certain détachement, une légèreté qui pourrait être féroce si elle ne conduisait pas le plus souvent à la tendresse. L'action du roman, qui est autant un roman de mœurs, un roman d'ambiance qu'un roman policier, se situe clairement dans le monde de la chasse. D'ailleurs, le récit porte un sous-titre, Une Saint-Hubert en Limousin. L'auteur nous prévient et nous fournit un lexique des termes techniques. Ceux qui aiment la nature, la chasse, les chiens, les sangliers, les bécasses et les bécassines y trouveront d'excellentes descriptions de la nature d'Ordogno-Limousine, mais aussi de très bons récits de chasse. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Le narrateur, lui-même limousin de souche, n'hésite pas à se moquer du Limousin et des Limousins, et encore plus des Limougeaux. Je cite, « L'essuie-glace ronronnait, il pleuvait. Nicolas n'était pas surpris par cette météo pourrie, puisque, à chaque fois qu'il venait en Limousin, il y avait de la pluie. De la pluie, et encore de la pluie. Il prit sa voiture et partit pour la ville. » Entre parenthèses, la ville, on peut penser que c'est Limoges, bien que le narrateur la nomme J-Molle. Celle-ci avait effectivement beaucoup changé. C'est-à-dire qu'elle s'était offert des multitudes de chrysanthèmes, de nouveaux lampadaires et de nouveaux trolleys, dont on ne savait pas s'ils étaient un avant du progrès ou une survivance du passé. Ainsi, c'était la seule ville de France où les gens ne savaient toujours pas qu'après le rouge, ça repassait au vert. Il reste donc bouche bée pendant 8 secondes devant le feu devenu vert avant de redémarrer. De sorte qu'il ne passe ici que 3 voitures par feu, et comme il était en 4e position, Nicolas dut attendre le tour suivant. Mais chez Jean-Louis Baudry, l'humour n'est pas que dans la dérision. Il est encore dans les jeux de mots. Alors songez que parmi les personnages, on trouve, entre autres, Monsieur et Madame Plasme. La famille avait connu la région, semble-t-il, au moment de l'Exode. Monsieur Plasme se prénomme Ecto et Madame Plasme Cata. Cela donne Monsieur Ectoplasme et Madame Cataplasme. Monsieur Plasme a même donné un chien surnommé Toxou. Remarquez, je crois bien que le nom de jeune fille de Cata est Strophe. Imaginez quelle catastrophe. Et bien sûr, ils ont débaptisé le moulin où il réside et l'appellent Plasmo City. Alors d'accord, les jeux de mots sont peut-être ici un peu faciles, mais ils donnent un ton cocasse au texte, et sachez pourtant que la syntaxe est parfaite, que l'auteur a une parfaite connaissance des figures de style, il fait même allusion à l'apocope par exemple, et qu'il sait, et c'est très rare, très bien utiliser la ponctuation. Madame Plasme, Cataplasme, semble beaucoup plus jeune que son mari, et elle consomme beaucoup de jeunes hommes qu'elle ne laisse pas indifférents. Écoutons un court passage. « Bienvenue à Plasmo, dit Madame Plasme. » Nicolas tressaillit. Cette voix chaude et légèrement voilée, ce petit accent des bords de la Neva, est blonde. Elle était blonde, aux yeux verts et peau de neige, avec une tresse entrelacée de fleurs des champs, carrément russe, telle qu'il l'avait vue et entendue dans son rêve de la nuit, éblouissante dans sa maturité de courbe calquée sur celle des collines voisines. Certes,
Certes, elle avait quelques heures de vol, mais indiscutablement, Cataplasme méritait le détour. Elle consommait régulièrement Chambrol, le garde-chasse, mais aussi Jackie Letour, une espèce de beauf que le couple avait invité pour la chasse, et encore Nicolas, jeune futur avocat, venu lui aussi pour la semaine, chasser chez son oncle Charles. Remarquez, Nicolas devra aussi satisfaire Marie-Sabine de Montenfleur, une Diane chasseresse qui, si elle est bien conservée, est quand même une cougar de plus de 60 ans. En fait, Nicolas ne sera débarrassé de ces deux soupirantes insatiables que lorsqu'elles découvriront et vivront avec bonheur leur homosexualité. Restons sur les personnages féminins. La tante d'Henri, qui réside avec son mari, l'oncle Charles, elle sait tout ce qui se passe, car elle observe tout de la tour de son château avec son télescope. Il y a d'autres personnages féminins, mais nous ne retiendrons que Sophie Chambrol, c'est la fille du garde, dont on apprendra qu'il n'est pas le vrai père. Mais Sophie, j'y reviendrai plus tard à la fin de ce résumé. Nous allons rester dans la littérature et écouter cette partie de chasse écrite par le poète Saint-Polo. Là-bas les chiens montrant l'ivoire ruissellent derrière le cul d'un cerf dont la roi de mémoire brame qu'il est 10 fois cocu. Pour s'éjouir du sganarelle, dévalent sur leurs fins chevaux les fiers de l'altière tourelle et craint de la sueur des veaux. Héraldique et svelte avalanche, aux mâles yeux parent d'aveu, certaines damoiselles blanches, ayant des guêpes pour cheveux. Ambitieux de l'estocade, on salte l'onde et la moisson, l'air sable l'âpre cavalcade, comme l'ivrogne la boisson. Enfin sur un lit de pelouse, le cerf vêtu de saignement épouse la fidèle épouse parmi le glas des aboiements. Les gentilons bois à l'amphore soufflent dans les escargots d'or. Il sort une bave sonore de chaque spirale corridor. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Dans cette ambiance un peu vieille France, en même temps qu'un peu loufoque, se déroule la première partie de chasse qui, elle, obéit à des règles particulièrement rigoureuses. Et là, on découvre le premier meurtre. Enfin, on ne sait pas s'il s'agit d'un meurtre ou d'un accident. Remarquez que le premier mort, c'est Jackie Letour, le beauf invité des Plasmes, celui qui avait collé un grand autocollant, Jackie, sur son 4x4, dont le klaxon nous chante le pont de la rivière Kwai et dont le portable ne cesse de nous bercer avec la très discrète Tchouchachara. Je vous parle de son portable, car cet objet de la commune modernité jouera un rôle essentiel dans le roman et dans la découverte de la vérité. Vous avez sans doute saisi le jeu de mots. Le premier mort s'appelle Jackie Letour. Si vous enlevez le J, ça donne Atti Letour, car il y aura un deuxième cadavre, puis un troisième cadavre. Remarquez, le troisième, c'est un médecin qui chasse la bécassine, et qui pourrait bien être le narrateur. On verra. En fait, lui va simplement décéder d'un infarctus foudroyant. Il y a le gendarme qui aime le kir, il y a la gendarme qui tombera amoureuse du garde-chasse, il y a encore Bredassou, il y a encore une intrigue dermatologique, si on peut parler ainsi, normale, c'est la spécialité de l'auteur. J'arrête là. Rassurez-vous, vous avez en première page la liste des personnages. Si vous vous perdez, vous retrouverez tout de suite. J'avoue cependant, et c'est la seule remarque que je ferai à propos du livre, que malgré cette liste, je me suis un peu perdu, enfin, à la fin, entre Brigoux et Hubert de Méléagne, mais c'est sans doute parce que je n'ai pas assez pigougné. Vous trouverez des mots, des expressions purement limousines, comme Charles Pigougna les Braises, ou ce personnage nommé Bradassou. Vous apprendrez aussi que le juron traditionnel des Limousins, c'est « Oh my God ».
Nicolas, jeune avocat venu passer une semaine de chasse chez son oncle, ne repartira pas totalement intact de ses courtes vacances, et pas seulement parce qu'il y a 3 cadavres, mais surtout parce qu'il y a Sophie. Lors de la première rencontre, la pauvre fille n'avait rien pour affoler le grand méchant loup, une mèche de filage roussâtre pendouillée sur un nez pointu et des lunettes rondes. Tout le reste était caché sous une veste informe, une écharpe délavée et des bottes crottées. Le résultat était une absence totale de sex-appeal. Mais lors de la deuxième rencontre, Nicolas se frottait les yeux, sans pouvoir avancer un mot. Il resta ainsi scotché 8 secondes avant de reconnaître la petite sirène qui se tenait dans l'ouverture de la porte en peignoir de bain, pas très hermétique. Et lors de la 3e rencontre, la misérable Souillon s'était métamorphosée en petit canon, jean et t-shirt blanc, moulant, craquant et tout ce qu'on veut. La filasse rousse s'était faite blond vénitien coupé court. Et bien sûr, naîtra une grande histoire d'amour, du moins on l'espère, qui donne toute sa tendresse à ce roman. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Supposons que vous n'aimiez pas lire, que cela, comme on dit, vous prenne la tête. Alors lisez Du plomb dans les poils, Jean-Louis Baudry va vous réconcilier avec la littérature. Vous lirez même Verlaine, le ciel est par-dessus, ou presque, le ciel est par-dessus les bois, si bleu, si calme, sans vous en apercevoir. Et peut-être même, il me semble, Billon à un moment. Supposons que vous n'aimiez pas les polars. Alors lisez Du plomb dans les poils, c'est autant un roman d'ambiance, un roman de mœurs qu'un roman policier. Et supposons maintenant que vous n'aimiez pas la chasse. Ce n'est pas grave. La chasse, ici, c'est le cadre, le décor, où se meuvent ces curieux personnages. Alors prenez un peu de temps, un peu seulement, pour lire Du plomb dans les poils, et je vous assure, vous ne serez pas déçus. En aparté, Claude Perronnet reçoit Jean-Louis Baudry pour son livre Du plomb dans les poils. Jean-Louis Baudry, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté, après ce résumé, le jeu de l'entretien. D'abord, est-ce que vous voulez corriger, modifier le résumé lecture que j'ai fait de votre roman ? Corriger, pas du tout, au contraire, c'est beaucoup d'émotions quand on entend son texte lu. Et c'est la première fois que ça m'arrive de cette façon-là, à haute voix, et c'est amusant. Vous n'avez pas parlé du coup de théâtre. Ah non, mais parce qu'il faut le laisser dans... On va laisser des choses dans l'ombre. On le laisse dans l'ombre. Ah oui. On est d'accord. On est d'accord. Il faut qu'il y ait un peu de palpitation chez le lecteur quand il va lire. Il faut quand même qu'il sache qu'il existe. Et il y a des coups de théâtre. Il y a un coup de théâtre. Voilà, absolument. Il y a, mais on va leur laisser découvrir. Dites-nous, Jean-Louis Baudry, la chasse. Oui. C'est si important que ça, si j'osais dire, c'est vital pour vous ? C'est ma vie. Donc c'est vital. C'est ma vie, c'est vital. Et qu'est-ce que vous y trouvez de si extraordinaire dans la chasse ? D'abord, il ne faudrait pas que toute présentation de du plomb, je l'appelle du plomb. J'ai compris. Tourne au débat sur la chasse. On est d'accord. Mais qu'est-ce que j'y trouve pour quelqu'un qui a... je ne parle pas d'un romancier, mais quelqu'un qui a l'idée d'écrire quelques petites choses, c'est une mine d'anecdotes. À chaque sortie de chasse, il se passe des trucs fantastiques. Et donc, c'est le prétexte à écrire toutes ces petites choses. Mais ça, c'est venu après. Pourquoi ? Au début, on commence à se mettre à la chasse, parce que lorsque j'étais jeune, j'habitais Chalut, la campagne profonde, et les loisirs, eh bien, c'était en grande partie la chasse. En aparté, Claude Perronnet reçoit Jean-Louis Baudry pour son livre Du plomb dans les poils. Pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi écrire ? Alors, comment on vient à l'écriture ? Bon, on y vient parce que on a tous en nous un besoin ou une envie, je sais pas comment on peut dire, d'activité créatrice. Alors pour les uns, pour l'ébéniste, c'est un beau meuble, pour la cuisinière, c'est un beau foie gras, et pour d'autres, c'est l'écriture. Alors à partir de là,
chacun joue sur son équation personnelle. Il se trouve que j'avais à la maison, quand j'étais enfant, une grosse bibliothèque. Et donc j'ai été élevé dans la religion du livre. Et pourquoi écrire un roman policier ? Alors pourquoi un polar ? Parce que dans le polar, il n'y a pas de contrainte, on a toute liberté d'écrire ce qui passe par la tête, c'est ce qui apparaît un peu dans Duplon quand même. Parce que dans les commentaires qui me reviennent, c'est très souvent, mais où il va chercher ça, quoi. C'est la liberté de la structure du roman policier qui vous plaisait. Liberté d'écriture, de structure, D'accord. Voilà. Dites-nous, Jean-Louis Baudry, on sait que vous êtes limousin de Chalut, on sait que vous êtes chasseur. Pourquoi est-ce que vous vous moquez comme ça de vos compatriotes, à la fois limousins ou de vos compagnons de chasse ? Parce que vous vous moquez dans votre roman. Ce que j'ai lu sur les Limougeaux au feu rouge, quand même, c'est... Oui, mais on me dit souvent que c'est mon trait de caractère, pas majeur, mais très présent quand même. La moquerie. Alors on est moqueur, ça peut être moqueur, facétieux. J'aime bien facétieux. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de méchanceté dans la facétie. Aucune. Ah non, aucune. Ni dans le bouquin. Non, il n'y a pas de méchanceté. Non. Méchant, je ne sais pas faire ça. J'ai dit qu'il y avait de la férocité parfois, mais avec de la tendresse, donc ça équilibre les choses. Est-ce que vous portez sur la société ce même regard un peu désabusé que vous avez dans le roman, un peu distant, ou pas ? Distant dans le roman, tout ce qu'on est, on est forcément distancié de tout ce qu'on écrit. Mais dans la vie, non. D'accord. Et non, comme médecin, on est en première ligne, on est droit dedans. Hein. Est-ce qu'il y a un peu de dérision à la Desproges là-dedans, puisque vous avez connu Desproges des Chaluts ? Dérision à la Desproges, non, parce que lui, il est inimitable. Mais il donne des idées, sûrement. Mais du côté familial, il y avait souvent un petit peu de dérision, et bien avant Pierre Desproges. Donc j'ai hérité. D'accord. Je crois. Votre père était vétérinaire, je crois. Oui, et ma mère pharmacien. D'accord, à Chalut. Est-ce qu'il y a des personnages, moi je le pense, mais est-ce qu'il y a des personnages, un ou deux, qui ont plus de sympathie pour vous que les autres ? Non, il y en a un qui n'a aucune sympathie, c'est ce pauvre Jackie Le Tour. Mais tous les autres ont leur... T'as pas un peu plus de sympathie pour Nicolas ? Bon, Nicolas... La tendresse pour Nicolas. Oui, Hein ? oui. Donc je dis que je me retrouve dans Nicolas partiellement, parce qu'il a un parcours que je n'ai pas eu. Des bras d'assaut, vous en avez connu ? Ah oui. Vous pouvez préciser là, pour nos auditeurs là, ce que vous mettez derrière le mot bras d'assaut. Mais le mot parle tout seul, c'est le braco qui est pervers, sale, méchant, ça existe quand même. Mmh. J'ai fait 40 ans de médecine, j'en ai croisé quelques-uns. D'accord. Donc vous en avez vraiment rencontré. Dites-nous, Jean-Louis Baudry, vous êtes qui ? Vous nous dites que vous avez été médecin, vous n'avez pas toujours été écrivain, encore que vous avez publié, mais je l'ai pas lu moi, dans les cahiers, dans les excellents cahiers Robert Margerie, vous aviez déjà publié une nouvelle qui était encore du domaine de la chasse, si j'ai bien compris, non ? Un peu. Ouais. Non, il y avait de tout. Dans les cahiers, oui, il y a eu 3 cahiers auxquels j'ai participé. Et c'est un peu, d'ailleurs, grâce à ces cahiers que je me suis mis à l'écriture. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Donc vous avez été médecin dermatologue, c'est ça, pendant toute votre carrière, finalement. Oui. Et vous êtes mis à l'écriture à la retraite ? Alors, pour se mettre à l'écriture, il faut un petit déclic. Donc pour moi, ça a été une hernie discale qui m'a coincé pendant 3 semaines. Pour d'autres, c'est 6 mois, mais moi, j'ai fait 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, ça m'a donné cette idée-là. Et le véritable déclic, c'est pas de savoir si on écrit ou pas, parce que tout le monde... Il y a des quantités de gens qui écrivent des petites choses. Le véritable déclic, c'est quand on a une bouffée délirante qui vous amène à poster le manuscrit et à publier. Et donc avant de le lâcher dans la boîte, là, on a un petit temps d'arrêt, on se dit, mais je suis fou. Qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation entre le moment où vous avez écrit et puis le moment où vous avez été publié ? Il s'est passé quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu
Là, ça, le bouquin publié avec le public qui venait. Non. Non, ça vous a rien provoqué. Une fois que c'était imprimé. Quand j'ai vu, la première fois qu'on voit qu'on a le petit bouquin entre les mains, si on a un petit quelque chose. C'est quoi le petit quelque chose? Une fierté? C'est toujours un peu narcissique, il y a un petit coin de fierté, oui. Mais j'avais écrit un premier truc avant, et c'est là que j'avais eu la plus grande émotion, quand même. Le premier truc que vous aviez publié? Qui a été publié un truc qui était un peu confidentiel. D'accord. Il s'appelait Plume de novembre, et sur lesquels je m'étais amusé à faire. Je disais que la chasse était une mine d'anecdotes. C'est un lapsus, c'est aussi une manne. Hein. Bon. Je m'étais amusé à faire un dessin sur la page de gauche et un texte sur la page de droite. D'accord. Et donc il y en a une cinquantaine, et ça avait été publié de façon amicale. D'accord. Donc vous connaissiez déjà le déclic de l'auteur publié. Donc j'avais vu arriver un jour une caisse de 50 bouquins, et ça c'était l'émotion première. Ça avait été ça. En aparté, Claude Perronnet reçoit Jean-Louis Baudry pour son livre « Du plomb dans les poils ». Dites-moi vous-même, vos goûts littéraires, puisque vous voulez qu'on vous lise. Vous lisez quoi, vous? Moi, je lis peu de polar, en fait. Parce que souvent, je m'y ennuie. Parce que ça se prend au sérieux, trop au sérieux. C'est des thrillers avec des coupes en rondelles à chaque page. Et puis, ça m'amuse pas toujours. Moi, j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à lire Marcel Aimé. Et je crois que j'ai lu et relu tout Marcel Aimé. Alors Jean-Louis Baudry, vous vous inscrivez avec ce livre dans la tradition des médecins, écrivains, chasseurs. Alors c'est une tradition à laquelle vous vous apparentez, et est-ce que c'est une tradition que vous voulez cultiver? Alors, des médecins chasseurs, il y en a eu beaucoup. Bon, ça va de Rabelais à Céline, en passant par Conan Doyle et tout ça. Ça, c'est des médecins écrivains, pardon. Oui. J'ai trompé, médecins écrivains. Des chasseurs écrivains, là aussi il y en a des quantités. On a tous connu Louis Pergaud, Paul Vialard, et il y a toute une tradition d'écrivains chasseurs du 19e. Et dans ces écrivains-là, beaucoup étaient médecins. Entre la chasse et la médecine, il y a quand même des parentés. On peut en parler si vous voulez. Le premier rapprochement, c'est d'abord la connaissance. À la chasse du territoire, connaissance des animaux. En médecine, c'est la connaissance de la pathologie, bien sûr. Donc, connaissance. Deuxièmement, le respect. Et ça étonne toujours quand on parle de ça, mais il y a à l'évidence un respect du médecin pour son patient, mais également un respect du chasseur pour l'animal qu'il chasse. Donc la connaissance, le respect, le traitement. À la chasse, c'est le coup de fusil, le médecin, c'est la petite seringue. On est dans une noblesse de la pratique. Ah oui. De la médecine et de la chasse. Oui. Moi j'ai toujours chassé comme ça, et essayé en tout cas de faire de la médecine comme ça. Nous allons terminer l'émission. On pourrait discuter très longuement. Alors, il nous faudrait 1 heure d'émission, en particulier sur toute cette histoire des médecins, chasseurs, écrivains. Mais nous allons terminer l'émission sur votre choix musical. Vous avez choisi Le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens. Pourquoi ce choix, Jean-Louis Baudry? Alors, pourquoi ce choix? Pour 2 raisons. La première, c'est que ce choix part d'une constatation malheureuse, mais qui est là, c'est que de plus en plus, dans diverses sociétés, réunions, il se trouve que je suis le doyen. Quand ça se répète un petit peu, et je pense que ça ira en se répétant, on y pense. Et la deuxième raison, c'est que moi je suis de la génération Brassens, ami d'enfance de Pierre Desproges, on en a parlé tout à l'heure, et tous les deux ont été quand même des grands pourfendeurs de la connerie humaine. Et si vous le permettez, je peux lire une phrase de la préface de Plume de novembre dont je parlais tout à l'heure. Alors, il est un autre gibier qui n'est pas nommément cité dans le texte, et pourtant, gibier de rencontre et de tout poil,
Je veux parler de l'inénarrable connerie humaine que nous chassons toujours avec délectation et dont la race n'est pas près de s'éteindre. Les générations montantes auxquelles l'auteur, c'est moi, a dédié son message ont encore de beaux jours devant elles. Mais écoutez, merci. On sait qu'avec vous, on pourra chasser la connerie et c'est au moins une bonne chose. Merci beaucoup, Jean-Louis Baudry. Nous vous donnons rendez-vous pour la sortie de votre prochain roman, puisque nous savons qu'il y en aura bientôt un autre, puisque vous avez dit que ce serait encore un polar, qui serait sans doute dans le monde de la chasse, mais que ce ne serait pas une suite, mais un nouveau roman. Donc, merci beaucoup. Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain, où nous traiterons d'un autre livre et où nous rencontrerons un autre auteur. À très bientôt donc, et très bonne semaine au pluriel à vous tous. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Claude Perronnet rencontre pour vous un auteur de la région. Au programme, extrait de livres, musique et interview. Rendez-vous tous les deuxièmes dimanches du mois à 19h. Le mercredi qui suit à 14h05. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.